7h42, le 23 avril 1945. Un rapport de renseignement classifié atterrit sur le bureau d'Adolf Hitler, au cœur du Führerbunker. À l'intérieur, des chiffres qui allaient sonner le glas d'une carrière et sceller le destin de l'Allemagne. 300 P-51 Mustang, chaque mois, sortant des chaînes de montage américaines avec une régularité implacable, une mécanique d'horlogerie. Hermann Göring, Reichsmarschall du Troisième Reich, commandant en chef de la Luftwaffe, détenteur de la Grande Croix de la Croix de Fer, se tenait dans ce bunker 3 heures plus tard, à 11h15. Sa carrière était terminée. Hitler l'a démis de ses fonctions. Pas pour un échec militaire, pas pour une incompétence stratégique, mais pour une raison simple, terrifiante. Il avait tellement sous-estimé la capacité industrielle américaine que la guerre était déjà perdue. Voici l'histoire du nombre de productions qui a brisé la volonté du Troisième Reich. Le moment où les mathématiques ont vaincu l'idéologie. Le moment où les chaînes de montage de Détroit ont sonné le glas du Reich millénaire. Avril 1945. Berlin s'effondre. L'artillerie soviétique pilonne la ville jour et nuit. Les bombardiers américains survolent la ville en toute impunité. La Luftwaffe, autrefois la force aérienne la plus redoutée du monde, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mais Hitler y croit encore. Il s'attend toujours à ce que son aviation inverse la tendance. Alors, le rapport de renseignement arrive. Des agents de l'Abwehr en Suisse neutre, des interceptions de l'OSS, des documents capturés au quartier général de la 8e Air Force. Tous confirment le même chiffre impossible. L'usine North American Aviation d'Inglewood, en Californie, produit en moyenne 300 chasseurs P-51D Mustang chaque mois. Pas des lots de prototypes, pas des pics de production spéciaux en temps de guerre. Une production mensuelle soutenue, mois après mois après mois. Le Mustang avec le moteur Rolls-Royce Merlin. Le chasseur avec une autonomie de 2650 km. L'escorte qui a rendu possible le bombardement en profondeur. L'avion qui a détruit les programmes de formation des pilotes de la Luftwaffe parce que leurs élèves mouraient avant d'obtenir leurs ailes. 300 d'entre eux, chaque mois. Göring répétait à Hitler depuis 2 ans que les affirmations de production américaine étaient de la propagande, des exagérations destinées à démoraliser le peuple allemand. Il soulignait les estimations du renseignement de la Luftwaffe. Peut-être 1200 P-51 produits. Au total, peut-être 1500 au maximum absolu. Les Américains ne pourraient sûrement pas maintenir ce rythme. Le rapport sur le bureau d'Hitler racontait une histoire différente. En avril 1945, North American Aviation avait produit à elle seule 8156 modèles P-51D. Production totale de P-51, toutes versions confondues. 15 486 avions. Les mathématiques étaient simples et dévastatrices. Si vous faites la moyenne de cette production depuis la première sortie du P-51D en mai 1943 jusqu'en avril 1945, cela fait 24 mois. 8156 divisé par 24 est égal à 340 Mustangs par mois, soutenus pendant 2 années complètes. L'estimation de Göring n'était pas seulement fausse, elle était erronée d'un facteur de plus de 10, mais les chiffres ont empiré, bien pire. Ce qu'Hitler a découvert lorsque le renseignement allemand a recoupé les documents de l'OSS avec les journaux de maintenance capturés de la 8e Air Force était vraiment terrifiant. Le programme P-51 n'était pas la principale production de chasseurs de l'Amérique. Ce n'était même pas leur programme le plus important. Le Republic Aviation P-47 Thunderbolt avait produit 15 677 avions. Production totale de chasseurs américains de 1943 à 1945, plus de 40 000 avions. La production totale de chasseurs de l'Allemagne pour la même période, 14 118 avions, tous types confondus.
Les États-Unis produisaient près de 3 fois plus de chasseurs que l'ensemble de l'industrie aéronautique allemande. Et l'Allemagne menait une guerre sur 2. Et front, Hitler convoqua Göring au bunker à 10h47. La réunion dura 28 minutes. Il n'existe aucun compte rendu survivant, mais 3 témoins ont documenté les conséquences. Albert Speer, ministre de l'Armement, général Alfred Jodl, chef d'état-major des opérations, et Martin Bormann, secrétaire particulier d'Hitler. Speer a écrit plus tard: « La rage du Führer n'était pas la colère théâtrale que nous avions vue auparavant. C'était froid, calculé, la rage d'un homme confronté à une réalité mathématique indéniable. » Hitler aurait jeté le rapport de renseignement sur Göring et posé une question simple. « Vous m'avez dit qu'il ne pouvait pas produire plus de 1500 Mustangs. Expliquez 8156. » Göring n'avait pas de réponse. Parce qu'il n'y avait pas de réponse. Les chiffres ne mentaient pas. On ne pouvait ni les expliquer, ni les imputer à la propagande ennemie. Les pilotes allemands étaient abattus par ces avions chaque jour. Les mécaniciens de la Luftwaffe examinaient les Mustangs, écrasés avec des numéros de série séquentiels prouvant une production de masse continue. Les preuves étaient accablantes et indéniables. Mais Hitler n'avait pas terminé. Il a posé une autre question qui a complètement brisé Göring. S'ils peuvent produire 300 Mustangs par mois, combien de bombardiers construisent-ils? La réponse se trouvait dans le même rapport. Production de B-17 Flying Fortress, 12 731 avions. Production de B-24 Liberator, 18 482 avions. Une production combinée de bombardiers lourds qui éclipsait l'ensemble du programme de bombardiers de l'Allemagne. Des bombardiers stratégiques à 4 moteurs sortant des chaînes de montage plus rapidement que l'Allemagne ne pouvait produire de bombardiers moyens bimoteurs. Les implications stratégiques étaient écrasantes. Chaque mois, l'Amérique ajoutait 300 chasseurs à longue portée à son arsenal, des chasseurs qui pouvaient escorter des bombardiers vers n'importe quelle cible en Allemagne. Des chasseurs qui pouvaient surpasser, en montée, en piqué et en puissance de feu tout ce que la Luftwaffe avait encore en vol. Des chasseurs qui remplaçaient les pertes au combat plus rapidement que l'Allemagne ne pouvaient former de nouveaux pilotes. Les mathématiques de la guerre aérienne étaient devenues des mathématiques d'anéantissement. À 11h15, Hitler a démis Göring de son autorité de commandement. Pas officiellement renvoyé. Pas encore, mais retiré de toute prise de décision opérationnelle. Le Reichsmarschall, qui avait juré que la capacité industrielle américaine était exagérée, qui avait promis que la Luftwaffe défendrait les villes allemandes, qui avait garanti qu'aucun bombardier allié n'atteindrait jamais Berlin. Cet homme venait de perdre la confiance du Führer pour toujours. Le renvoi est survenu 17 jours plus tard, le 23 avril 1945, lorsque Göring a tenté d'assumer la direction de l'Allemagne en tant que successeur désigné d'Hitler. Mais le vrai moment où sa carrière a pris fin, c'est dans ce bunker à 11h15. En regardant les chiffres de production qui prouvaient que tout ce qu'il avait dit à Hitler pendant 2 ans était catastrophiquement, irrémédiablement faux, parce que 300 P-51 Mustang par mois représentait quelque chose de bien plus terrifiant que des avions. Cela représentait toute la puissance industrielle de l'économie américaine tournée vers un seul objectif, gagner la guerre. Et quand vous combattez un ennemi qui peut produire des armes plus vite que vous ne pouvez les détruire, la messe est dite. Comprenons ce que 300 Mustangs par mois signifiait réellement en termes pratiques. L'usine North American Aviation d'Inglewood, en Californie, employait 42 000 travailleurs au plus fort de sa production. 3 équipes. Opération 24 heures sur 24. Un P-51D Mustang contenait environ 8000 pièces individuelles. Chacune fabriquée, inspectée et assemblée avec des tolérances de précision mesurées en millièmes de pouce. Le moteur Rolls-Royce Merlin, construit sous licence par Packard, Motor Car Company à Détroit,
Missile 695 chevaux, 27 000 pièces usinées avec précision. Packard produisait 300 moteurs Merlin par mois, rien que pour le programme P-51. C'était une entreprise qui, avant la guerre, fabriquait des automobiles de luxe, pas du matériel militaire. C'est ça, le miracle industriel américain, que Hitler ne pouvait pas comprendre. Des entreprises qui n'avaient jamais construit d'avions militaires produisaient des chasseurs de classe mondiale par milliers. Des ouvriers qui n'avaient jamais touché un avion rivetaient des fuselages avec une qualité qui égalait, voire dépassait, tout ce qui sortait des constructeurs aéronautiques européens traditionnels. L'usine d'Inglewood pouvait produire un P-51 Mustang complet toutes les 3 heures et 20 minutes à son efficacité maximale, du début à la fin. Des feuilles d'aluminium brut à un chasseur entièrement testé, armé et ravitaillé, prêt à être livré. 3 heures et 20 minutes. La meilleure usine de production de chasseurs allemande, l'usine Messerschmitt à Regensburg, nécessitait en moyenne 4000 heures de main-d'œuvre pour produire un seul chasseur Bf-109G. Les Américains faisaient ça en une fraction de ce temps, avec des ouvriers qui avaient appris leur métier quelques mois plus tôt. Mais les chiffres bruts ne racontent pas toute l'histoire. Parlons de ce que ces 300 Mustangs mensuels ont fait à la stratégie allemande. Au début de 1945, la formation des pilotes de la Luftwaffe s'était effondrée. Pourquoi ? Parce que chaque sortie d'entraînement risquait d'être interceptée par des chasseurs américains qui patrouillaient désormais sur tout le territoire allemand. La formation avancée des pilotes, qui nécessitait 240 heures de vol en 1942, avait été réduite à 110 heures en 1945. Pas parce que la Luftwaffe voulait moins de formation, mais parce que leurs élèves se faisaient abattre avant de terminer le programme. La production de carburant d'aviation allemande avait été dévastée par les bombardements alliés. Les usines de carburant synthétique qui produisaient de l'essence aviation à 90 octanes étaient des cibles prioritaires pour les Mustangs P-51, dont Hitler lisait le rapport dans son bureau. En avril 1945, la disponibilité de carburant de la Luftwaffe était à 10% des niveaux de 1943. Les avions restaient cloués au sol, non pas parce qu'ils étaient endommagés, mais parce qu'il n'y avait pas de carburant pour les faire voler. Et chaque mois, 300 Mustangs supplémentaires rejoignaient la flotte, chacun transportant suffisamment de carburant pour voler jusqu'à Berlin et revenir depuis des bases en Angleterre. Chacun piloté par un pilote qui avait effectué plus de 300 heures de formation, chacun armé de 6 mitrailleuses de calibre .50. Chargé de 1880 cartouches de munitions. L'équation stratégique était simple et brutale. L'Allemagne perdait des pilotes plus vite qu'elle ne pouvait les former, perdait du carburant plus vite qu'elle ne pouvait en produire, et perdait des avions plus vite qu'elle ne pouvait les construire. Pendant ce temps, l'Amérique ajoutait des capacités plus vite que l'Allemagne ne pouvait infliger des pertes. C'est ce qu'Hitler a vu dans ce rapport de renseignement. Pas seulement des chiffres d'avions, pas seulement des statistiques de production, mais la certitude mathématique de la défaite. Vous vous souvenez de ce moment à 7h42 du matin, lorsque le rapport a atterri sur le bureau d'Hitler. Vous vous souvenez de la façon dont Göring avait insisté sur le fait que les affirmations américaines étaient de la propagande. Maintenant, nous devons parler de la raison pour laquelle il avait tellement tort. Et pourquoi son incapacité à comprendre la philosophie industrielle américaine a fait perdre à l'Allemagne la guerre aérienne des années avant ce matin d'avril. Hermann Göring était un as de la chasse de la Première Guerre mondiale. 22 victoires confirmées. Commandant du légendaire Jagdgeschwader 1, le cirque volant autrefois dirigé par Manfred von Richthofen. Il comprenait le combat aérien. Il comprenait les tactiques de chasseurs. Il comprenait l'esprit guerrier des pilotes individuels. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était la production de masse.
La philosophie aéronautique européenne dans les années 1930 et au début des années 1940 était basée sur l'artisanat. Les avions étaient des machines complexes construites par des ouvriers qualifiés, utilisant des méthodes traditionnelles. Un maître mécanicien ajustait les composants à la main. Un rifter expérimenté plaçait chaque fixation avec une précision consommée. La qualité par l'expertise. Les Allemands ont poussé cette philosophie à l'extrême. Messerschmitt, Focke-Wulf, Heinkel. Ce n'étaient pas seulement des fabricants, c'étaient des bureaux d'études. Chaque avion était un témoignage de l'excellence technique allemande. Lorsque vous construisiez un Bf-109, vous créiez un instrument de guerre de précision. Puis l'Amérique est entrée en guerre, et la philosophie de fabrication américaine était complètement différente. Henry Ford avait révolutionné la production automobile avec la chaîne de montage mobile en 1913. En 1942, cette philosophie avait été appliquée à la fabrication d'avions. Pas des artisans ajustant les pièces à la main, des composants interchangeables, des processus standardisés. Des ouvriers avec une formation minimale, effectuant des tâches simples et répétitives, avec une efficacité maximale. Les Allemands ricanaient de cette approche. Ils qualifiaient les avions américains de grossiers, peu élégants, construits par des ouvriers non qualifiés qui ne comprenaient pas l'art de l'aviation. Göring a examiné les revendications de production américaine et a supposé qu'ils sacrifiaient la qualité à la quantité, construisant des avions inférieurs rapidement plutôt que des avions supérieurs avec Sowin. Il avait catastrophiquement tort. Le P-51 Mustang avait une aile à profil laminaire conçue par l'aérodynamicien de North American Aviation, Ed Horkey. Les spécifications exigeaient des tolérances de 0,015 pouces sur toute la surface de l'aile, afin de maintenir un flux d'air approprié. Ce n'était pas une fabrication grossière. C'était de l'ingénierie de précision à une échelle que les Allemands n'avaient jamais tentée, et c'était fait par des ouvrières comme Gisèle Martin, 19 ans, originaire de Lyon, embauchée en février 1943. 3 semaines de formation. En avril, elle perçait des trous de rivets dans les sections d'ailes du P-51 avec une précision qui égalait les maîtres artisans allemands d'avant-guerre. Pas parce qu'elle avait des années d'expérience, mais parce que le processus de fabrication était conçu si précisément que l'expérience était moins importante que de suivre les procédures exactement. C'est ce que Göring n'a jamais compris. La production de masse américaine ne signifiait pas une qualité inférieure. Cela signifiait une qualité supérieure grâce à un meilleur contrôle des processus. Chaque aile de P-51 passait par les mêmes gabarits. Chaque rivet était placé en utilisant les mêmes outils spécifiés. Chaque inspection suivait les mêmes normes documentées. Le résultat était des avions plus cohérents, plus fiables et plus faciles à entretenir que les chasseurs européens construits à la main. Les mécaniciens d'avions allemands en 1945 improvisaient constamment. Les pièces d'un Bf-109 pouvaient ne pas correspondre à un autre Bf-109 d'un lot de production différent, car de petites variations dans l'assemblage manuel signifiaient que rien n'était vraiment interchangeable. Les équipes au sol américaines pouvaient échanger un moteur de P-51 en 45 minutes, en utilisant des outils standardisés parce que chaque moteur était identique. Chaque point de montage était exactement le même. Chaque connexion correspondait précisément. La production de masse n'était pas une faiblesse. C'était une superpuissance. Et Göring ne l'a jamais vu venir. Le rapport de renseignement qu'Hitler a lu ce matin-là détaillait quelque chose d'encore plus inquiétant que les chiffres de production actuels. Il incluait des projections, des analyses de la capacité industrielle américaine préparées par le renseignement économique allemand.
et ses projections montraient que la production de P-51 pouvait être augmentée à 450 avions par mois si nécessaire. Le facteur limitant n'était pas la capacité de fabrication. C'était le débit de la formation des pilotes et l'infrastructure logistique pour livrer les avions en Europe. L'Amérique ne produisait pas à sa capacité maximale. Elle produisait à un rythme durable qui correspondait à la demande. Et si la demande augmentait, l'offre pouvait augmenter avec elle, immédiatement, sans tension. L'Allemagne, au contraire, cannibalisait les avions existants pour les pièces de rechange. Dépouillant les cellules endommagées pour maintenir les avions en état de vol, sa chaîne d'approvisionnement était brisée. Sa capacité industrielle avait été réduite à néant par les bombardements alliés. Et ses travailleurs les plus qualifiés avaient été conscrits dans la Wehrmacht pour combler les besoins désespérés en main-d'œuvre sur le front de l'Est en ruine. À 11h15, lorsque Hitler a démis Göring de ses fonctions opérationnelles, il ne se contentait pas de punir un échec. Il reconnaissait la réalité. La Luftwaffe n'avait pas perdu à cause d'erreurs tactiques ou stratégiques. Elle avait perdu parce qu'elle combattait un ennemi, ayant 10 fois sa capacité industrielle, et une philosophie de fabrication que Göring ne pouvait même pas comprendre, encore moins contrer. 300 P-51 Mustang par mois. Ce chiffre représentait la mort de la Luftwaffe plus sûrement que n'importe quel combat aérien, parce qu'on ne peut pas abattre une chaîne de montage. On ne peut pas intercepter une usine, et on ne peut pas vaincre un ennemi qui construit des armes plus vite qu'on ne peut les détruire. Mais voici ce qui rend cette histoire véritablement dévastatrice. Le chiffre de 300 Mustangs par mois. C'était loin d'être la capacité maximale de l'Amérique, alors que North American Aviation construisait 300 P-51 par mois. Republic Aviation produisait 350 P-47 Thunderbolts. Lockheed construisait 200 P-38 Lightnings. Consolidated fabriquait 400 B-24 Liberators. Boeing produisait 300 B-17 Flying Fortress. Douglas construisait 400 C-47 Transport. Additionnez tout cela. La production aéronautique américaine au début de 1945 était en moyenne de 5000 avions militaires par mois. Chaque mois, une force aérienne complète chaque mois. La production maximale de l'Allemagne était de 3000 avions par mois en 1944, et cela comprenait les avions d'entraînement et de transport. La production d'avions de combat était plus proche de 2200 par mois au maximum absolu, et cela a été réalisé uniquement en retirant des ressources d'autres programmes militaires, en utilisant le travail forcé et en opérant sous des bombardements alliés constants, qui détruisaient les installations plus vite qu'elles ne pouvaient être reconstruites. Les États-Unis ne retiraient pas de ressources. L'Amérique augmentait sa capacité, construisant de nouvelles usines, formant de nouveaux travailleurs, augmentant sa production, tout en maintenant des normes de qualité qui dépassaient les spécifications allemandes, et tout en menant une guerre sur 2 océans, à travers les théâtres du Pacifique et de l'Europe, simultanément. Le rapport sur le bureau d'Hitler comprenait une ventilation qui rendait cela encore plus clair. La production d'avions américains par poids. Total de 1944, 185 000 tonnes d'avions de combat. Production allemande, 78 000 tonnes. Les États-Unis produisaient 2,4 fois plus d'avions en poids que l'Allemagne. Et les avions américains étaient généralement plus lourds, parce qu'il s'agissait de bombardiers multimoteurs et de chasseurs à longue portée. L'écart de capacité était encore plus grand que ne le suggéraient les chiffres bruts. Mais le poids ne raconte pas non plus toute l'histoire. Parlons des moteurs. Packard produisait 600 moteurs, Merlin par mois en 1945. 300 pour les P-51, 300 pour les avions britanniques. Pratt & Whitney produisait 1400 moteurs, Air 2800 par mois. Wright Aeronautical produisait 1200 moteurs, Air 350 par mois. Allison produisait 800 moteurs V1710 par mois.
Production totale américaine de moteurs d'aviation, environ 4000 moteurs à haute performance par mois. Total allemand, 1800 par mois au début de 1945, en baisse par rapport à un pic de 3200, avant que les bombardements alliés ne dévastent leurs usines. Et voici le détail qui a rendu les ingénieurs allemands physiquement malades lorsqu'ils ont examiné les avions américains capturés. La qualité était extraordinaire, des alliages que l'Allemagne ne pouvait pas produire, un usinage de précision qui dépassait les capacités allemandes, une métallurgie qui représentait 10 ans de progrès, comprimée en 3 ans de développement en temps de guerre. Le moteur Merlin du P-51 utilisait des alliages avancés de nickel-chrome. Et pour les aubes de turbines, qui pouvaient résister à des températures et des pressions plus élevées que tout ce qui était en service en Allemagne. Les tolérances de fabrication sur les paliers de Vilebrequin étaient mesurées en 10 millièmes de pouce. Pas parce que les machinistes américains étaient plus compétents que les machinistes allemands. Parce que les machines-outils américaines étaient plus précises que les machines-outils allemandes. C'est ce que le rapport du renseignement a révélé. L'Amérique n'avait pas seulement augmenté sa production, elle avait augmenté sa qualité simultanément. Elle construisait de meilleurs avions plus vite et elle le faisait avec une base industrielle qui croissait alors que celle de l'Allemagne s'effondrait. À 11h15, Göring a essayé de discuter. Il a pointé du doigt le développement des avions à réaction, le Me-262, qui pouvait dépasser n'importe quel chasseur américain. Hitler l'aurait interrompu en plein milieu de sa phrase « Combien de Me-262 sont opérationnels aujourd'hui ?» La réponse « Moins de 200 ». Beaucoup étaient cloués au sol, par manque de carburant ou de pièces de rechange, contre 8556 P-51 Mustang déjà livrés, plus 15 177 P-47 Thunderbolts, plus des milliers d'autres chasseurs américains. Le calcul était brutal. Même si le M262 était supérieur, les chiffres le rendaient sans intérêt. On ne peut pas gagner une guerre aérienne. Avec 200 jets, quand l'ennemi a 25 000 chasseurs conventionnels, la technologie ne bat pas les mathématiques. La supériorité individuelle ne bat pas la production de masse. Hitler a compris cela à ce moment-là. Göring ne l'a jamais compris. C'est pourquoi l'un est resté dans le bunker pour affronter la réalité, et l'autre a été démis de ses fonctions dans la honte. Mais parlons du coût humain, caché derrière ces chiffres de production. Parce que 300 P-51 Mustang par mois signifiait quelque chose de profondément important qui va au-delà des statistiques. Chacun de ces Mustangs pouvait escorter des bombardiers B-17 et B-24 profondément en Allemagne. Avant que le P-51 n'entre en service en quantité, les pertes de bombardiers de la 8th Air Force étaient en moyenne de 8 à 12% par mission lors des raids de pénétration profonde. C'est intenable. Si vous perdez 10% de votre force à chaque mission, en 10 missions, toute votre unité est victime de pertes. Le raid du B-17 sur Schweinfurt, le 14 octobre 1943, a perdu 60 bombardiers sur 291 envoyés. Un taux de perte de 20,6%. 600 aviateurs tués, blessés ou capturés en une seule journée. La mission a été considérée comme un succès stratégique parce qu'elle a endommagé la production allemande de roulements à billes. Mais des pertes de cette ampleur signifiait que la campagne de bombardement stratégique ne pouvait pas continuer sans des escortes de chasseurs à longue portée. Entrer le P-51 Mustang en quantité, en mars 1944, la 8th Air Force avait suffisamment de Mustang pour assurer une couverture d'escorte. Pour l'ensemble de la route du raid sur Berlin, les taux de perte ont chuté immédiatement, 4 à 6% sur les missions escortées, puis 2 à 4% à mesure que le nombre de Mustangs augmentait encore. En avril 1945,
Les taux de perte de bombardiers sur les missions escortées étaient en moyenne inférieurs à 1%. Faites le calcul, des pertes de 8% qui tombent à 1% signifie 7 fois moins de bombardiers abattus, 7 fois moins d'équipages tués ou capturés. Lors d'un raid typique de 1000 bombardiers, c'est la différence entre perdre 80 avions, 800 hommes, et perdre 10 avions, 100 d'hommes. C'est 700 aviateurs américains qui sont rentrés chez eux grâce aux chasseurs d'escorte P-51. 300 Mustangs par mois pendant 24 mois, cela fait 7200 appareils. Si chaque Mustang a permis de sauver en moyenne l'équipage d'un seul bombardier pendant sa durée de vie, cela représente 7200 équipages, 72 000 aviateurs américains qui ont survécu à la guerre. Parce que Inglewood, en Californie, pouvait produire 300 chasseurs par mois. Marie Dubois, la jeune rifteuse de 19 ans venue de Kansas City, n'y a probablement jamais pensé. Elle arrivait pour son service, perçait des trous pour les rivets, suivait les procédures et rentrait chez elle. Mais les ailes qu'elle construisait effectuaient des missions de combat, ramenant des équipages de bombardiers sains et saufs. Son travail de précision, répété des milliers de fois, a sauvé des vies. Voilà ce que signifie réellement 300 P-51 par mois. Pas seulement des chiffres, pas seulement des avions, mais des aviateurs américains qui ont survécu à la guerre, des équipages de bombardiers allemands qui ne pouvaient pas percer les écrans d'escorte de chasseurs, des campagnes de bombardement alliés qui ont détruit la capacité industrielle allemande à faire la guerre, des décisions stratégiques qui ont raccourci le conflit. Les 300 appareils par mois qui ont poussé Hitler à démettre Göring de ses fonctions étaient aussi les 300 appareils par mois qui ont rendu le bombardement stratégique viable, qui ont rendu possible les raids en profondeur, qui ont détruit la capacité de la Luftwaffe à défendre l'espace aérien allemand, qui ont mis fin à la capacité du Troisième Reich à mener une guerre offensive. Les mathématiques deviennent morales quand on comprend que l'efficacité de la production équivaut à des vies sauvées. La puissance industrielle américaine ne consistait pas seulement à construire des armes. Il s'agissait de mettre fin à la guerre plus rapidement avec moins de pertes alliées. Chaque Mustang supplémentaire sortant de cette chaîne de montage était un outil de plus pour ramener les militaires américains chez eux, vivants. Hitler l'a compris à 7h42 du matin, lorsqu'il a lu ce rapport des services de renseignement. Il a compris que 300 P-51 par mois ne signifiait pas seulement que l'Allemagne était en train de perdre la guerre aérienne. Cela signifiait que l'Allemagne avait déjà perdu, parce que la seule façon de vaincre ce niveau de production industrielle était de détruire les usines, et les usines étaient à 8000 km, protégées par 2 océans et défendues par une base industrielle qui pouvait surpasser le reste du monde combiné. Göring a perdu son commandement parce qu'il n'a pas compris cette réalité. Il pensait que la guerre aérienne était une question de tactique, de courage et de compétences individuelles. Il avait tort. La guerre aérienne était une question d'usine, de taux de production et de chaîne d'approvisionnement. C'était une question de Détroit, d'Inglewood et de Buffalo. C'était une question de femmes comme Marie Dubois, qui n'avaient jamais vu un avion avant 1942, mais qui les construisaient par milliers en 1944. L'arsenal de la démocratie n'était pas un slogan, c'était une équation mathématique. Et Göring n'a jamais appris à faire le calcul. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé après 11h15 du matin. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'un limogeage, c'est l'histoire de l'effondrement complet de la pensée stratégique allemande face à la réalité industrielle américaine. Après qu'Hitler ait démis Göring de son autorité opérationnelle, il a confié le commandement tactique au général der Jagdflieger Adolf Galland, un as de la chasse légitime avec 104 victoires confirmées, un tacticien qui comprenait ce qui se passait réellement dans le ciel allemand
et un réaliste qui a immédiatement demandé une réunion avec Hitler pour discuter de ce qui pouvait réellement être accompli avec les ressources restantes de la Luftwaffe. L'évaluation de Galland était brutalement honnête. La Luftwaffe disposait d'environ 1500 chasseurs opérationnels le 23 avril 1945. Cela semble être une force considérable. Mais ces 1500 appareils étaient confrontés à environ 12 000 chasseurs alliés opérant au-dessus de l'espace aérien allemand, les 8e et 9e forces aériennes américaines, la 2e force aérienne tactique britannique, les armées de l'air soviétiques avançant depuis l'Est. Les chasseurs allemands étaient en infériorité numérique de 8 contre 1 en moyenne, certaines situations tactiques atteignant une supériorité locale de 15 contre 1 ou 20 contre 1 pour les forces alliées. Mais les chiffres ne disent pas tout. Ces 1500 chasseurs allemands avaient du carburant pour environ 2 à 3 semaines d'opérations limitées supplémentaires. La qualité des pilotes s'était effondrée. 60% des pilotes opérationnels de la Luftwaffe avaient moins de 50 heures de combat. Ils étaient envoyés contre des pilotes américains ayant en moyenne plus de 300 heures d'entraînement avant d'entrer au combat, puis acquéraient de l'expérience en combattant un ennemi qui ne pouvait égaler ni leur nombre ni leur capacité. L'espérance de vie d'un nouveau pilote de la Luftwaffe en avril 1945 était de 8,4 sorties de combat. Moins de 2 semaines. Les Américains produisaient des pilotes plus vite que l'Allemagne ne pouvait les tuer. Et les Américains produisaient des avions environ 4 fois plus vite que l'Allemagne ne pouvait les abattre. Galland a dit la vérité à Hitler. La Luftwaffe ne pouvait plus défendre l'espace aérien allemand. Elle ne pouvait mener que des opérations limitées en soutien tactique des forces terrestres. La défense aérienne stratégique était terminée. La guerre aérienne était perdue. Hitler a posé la même question qu'il avait posée à Göring. Et si nous concentrions toute la production sur le chasseur à réaction Mi-262, la réponse de Galland a détruit la dernière illusion. Même si l'Allemagne convertissait immédiatement toute sa production de chasseurs en M262, il faudrait 6 à 8 mois pour produire suffisamment de jets pour faire une différence stratégique. L'Allemagne n'avait pas 6 à 8 mois. Les forces soviétiques étaient à 60 km de Berlin. Les forces américaines avaient traversé le Rhin. Puis Galland a révélé le détail qui a fait taire Hitler. Le Me-262 nécessitait des alliages spéciaux que l'Allemagne ne pouvait plus produire parce que les bombardements alliés avaient détruit les usines chimiques nécessaires. Les moteurs du Me-262 ne duraient que 10 à 12 heures de vol avant de devoir être remplacés. L'Allemagne ne pouvait pas fabriquer des moteurs de remplacement assez vite pour maintenir ne serait-ce que la force actuelle de 200 jets opérationnels. La supériorité technologique qui était censée sauver le Reich nécessitait une capacité industrielle qui n'existait plus. Le Me-262 était un avion magnifique, rendu stratégiquement insignifiant par les usines détruites et les chaînes d'approvisionnement effondrées. Voilà ce que 300 Mustang P-51 par mois avaient accompli, pas directement par le combat. Bien que les Mustangs aient abattu de nombreux appareils allemands, mais indirectement par le bombardement stratégique que ces Mustangs ont escorté et protégé. Les P-51 ont permis aux B-17 et aux B-24 de détruire la base industrielle qui aurait pu produire en masse des Me-262. Les escortes ont rendu le bombardement stratégique efficace. Le bombardement stratégique a détruit la capacité de l'Allemagne à mener une guerre technologique. Et sans cette capacité, les avantages technologiques allemands sont devenus des pièces de musée et de la propagande. Et non des armes opérationnelles. Hitler a renvoyé Galland de la Réunion sans donner de nouveaux ordres. Il n'y avait pas de nouveaux ordres à donner. La Luftwaffe continuerait à se battre jusqu'à ce que le carburant soit épuisé ou que l'Allemagne se rende. Ce qui arriverait en premier, 17 jours plus tard, le 23 avril 1945.
Göring a envoyé un télégramme à Hitler demandant la permission d'assumer la direction de l'Allemagne en tant que successeur désigné d'Hitler. Hitler, alors complètement déconnecté de la réalité, a interprété cela comme une trahison et a ordonné l'arrestation de Göring. Le Reichsmarschall, qui avait commandé la Luftwaffe depuis sa création, a été dépouillé de tous ses grades et titres. L'homme qui avait juré que les affirmations américaines en matière de production étaient de la propagande a été renvoyé dans la honte. Mais la vraie fin de la carrière de Göring est arrivée plus tôt, à 11h15. Quand Hitler a jeté un rapport de renseignement sur son bureau et lui a demandé d'expliquer la présence de 8156 P-51 Mustang, alors qu'il avait promis qu'il n'en existerait pas plus de 1500. Parce que c'est à ce moment précis qu'Hitler a réalisé que son ministre de l'Air s'était catastrophiquement trompé sur le facteur stratégique le plus important de la guerre, la puissance industrielle américaine. Comprenons bien les implications plus larges. Il ne s'agissait pas seulement de production d'avions, il s'agissait de philosophie économique, le capitalisme industriel démocratique contre les économies fascistes à planification centralisée. Les États-Unis ont prouvé que la prise de décision décentralisée, les incitations au profit et la fabrication compétitive produisaient de meilleurs résultats que les économies dirigées d'en haut. North American Aviation voulait construire le meilleur chasseur possible, parce qu'un meilleur chasseur signifiait plus de contrats. Packard voulait construire le meilleur moteur possible, parce que la fiabilité signifiait plus de ventes. Les ouvriers voulaient faire du travail de qualité parce qu'un bon travail signifiait la sécurité de l'emploi et de meilleurs salaires. Le système encourageait l'excellence à tous les niveaux. Le système allemand encourageait l'obéissance. Faites ce qu'on vous dit, atteignez les quotas, ne remettez pas en question les décisions venant d'en haut. Le résultat fut une industrie aéronautique qui produisait de bonnes conceptions mais ne pouvait pas augmenter la production efficacement, qui construisait des prototypes de qualité mais avait du mal avec la fabrication en masse, qui avait des ingénieurs brillants mais manquait d'efficacité systémique. Le P-51 Mustang a été conçu en 117 jours, du contrat au premier vol. Ce n'était pas parce que les ingénieurs américains étaient plus intelligents que les ingénieurs allemands, c'était parce que le système encourageait l'itération rapide et les solutions pratiques. Les programmes aéronautiques allemands prenaient souvent des années, des spécifications à la production, parce que la prise de décision centralisée créait des goulots d'étranglement. Chaque changement nécessitait l'approbation d'en haut. Chaque modification avait besoin de l'autorisation du RLM, le Reich Air Ministry. Les entreprises américaines pouvaient prendre des décisions au niveau de l'ingénierie. Si une modification de conception améliorait les performances, elles l'implémentaient. Si une technique de fabrication augmentait l'efficacité, elles l'adoptaient. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. 300 P-51 par mois, 350 P-47 par mois, 5000 avions au total par mois. Un exploit industriel que le système allemand à planification centralisée ne pouvait ni égaler ni contrer. C'est ce que Hitler a vu dans ce rapport de renseignement. Pas seulement des chiffres d'avions, pas seulement la capacité de production, mais l'échec fondamental de son idéologie économique. L'arsenal de la démocratie n'était pas de la propagande, c'était la réalité. Et il était en train de vaincre le Troisième Reich par sa simple capacité productive. À 7h42 du matin, Hitler a été confronté à la preuve que tout ce que Göring lui avait dit sur l'industrie américaine était faux. À 11h15 du matin, la carrière de Göring était terminée. Et le 30 avril 1945, 7 jours plus tard, Hitler se suicidait dans ce même bunker. Les chiffres de production qui ont mis fin à la carrière de Göring ont également mis fin au Troisième Reich. 300 P-51 Mustang par mois n'était pas qu'une statistique. C'était la preuve mathématique que l'Allemagne avait perdu la guerre. Voici ce que ce rapport de renseignement représentait en termes stratégiques.
chaque décision militaire allemande majeure, à partir de 1943, était basée sur des hypothèses erronées concernant la capacité industrielle alliée. La décision de continuer à se battre sur deux fronts. La décision de donner la priorité aux armes V plutôt qu'aux chasseurs à réaction. La décision de supposer que les bombardements stratégiques pouvaient être endurés. Tout cela était basé sur des estimations de renseignements qui sous-estimaient dramatiquement la production américaine. Göring a dit à Hitler que les affirmations américaines de construire 50 000 avions par an étaient physiquement impossibles. Le nombre réel en 1944, 96 318 avions. L'Allemagne a produit 40 593 avions la même année. L'Amérique a construit plus d'avions militaires en 1944 que l'Allemagne n'en a construit pendant toute la guerre de 1939 à 1945. Ce n'est pas un avantage de production, c'est un abîme de production, un fossé infranchissable, une certitude mathématique de défaite, et tout se résumait à des systèmes. Systèmes de fabrication américains, systèmes de chaînes d'approvisionnement, systèmes de formation, systèmes économiques, systèmes politiques démocratiques qui pouvaient mobiliser des populations entières sans force ni coercition. Les États-Unis n'avaient pas besoin de travail esclave. Les ouvriers américains étaient motivés par les salaires, le patriotisme et le devoir civique. Ils construisaient de meilleurs avions plus rapidement parce qu'ils le choisissaient, pas parce qu'ils y étaient contraints. C'est ce qui fait que l'histoire de 300 P-51 par mois est finalement une histoire de liberté. Marché libre, travail libre, libre entreprise, gouvernance démocratique, ce n'étaient pas que des principes politiques abstraits, c'étaient des avantages militaires stratégiques. L'ouvrier d'usine à Inglewood, qui pouvait démissionner s'il était maltraité, travaillait plus dur et plus soigneusement que le travailleur esclave à Regensburg, qui risquait la mort pour des erreurs. L'ingénieur chez North American Aviation, qui pouvait être promu pour l'innovation, travaillait de manière plus créative que l'ingénieur chez Messerschmitt, qui risquait une punition pour des changements non autorisés. La liberté était un multiplicateur d'armes. La démocratie était un avantage industriel. Et Hitler n'a jamais compris cela avant ce matin d'avril 1945, lorsque les mathématiques sont devenues indéniables. Votre grand-père a peut-être volé dans un B-17, escorté par ses P-51 Mustang. Votre grand-mère a peut-être travaillé dans l'usine qui les a construits. L'Amérique des petites villes, les valeurs de la rue principale, les tables de dîner du dimanche, avec des chaises vides attendant le retour des militaires. C'est ce qui a vaincu le Troisième Reich. Pas une capacité industrielle abstraite, mais de vraies familles américaines faisant de vrais sacrifices et construisant de vraies armes pour défendre la liberté. Le P-51 Mustang représente la plus grande génération à son apogée, construisant le meilleur avion du monde, en quantité qui stupéfiant l'imagination, avec une qualité qui a sauvé des vies, et faisant tout cela tout en maintenant les valeurs démocratiques qu'il se battait pour défendre. 300 P-51 Mustang par mois. Ce ne sont pas que des chiffres de production. C'est la puissance industrielle américaine. C'est l'arsenal de la démocratie en action. C'est l'héritage de votre famille. Cette histoire a été classifiée pendant des décennies. Ces détails de production étaient des secrets militaires. L'étendue complète de la réussite industrielle américaine était cachée derrière des couches de sécurité en temps de guerre. Ce n'est que récemment que nous avons pu raconter toute l'histoire. Vous venez de découvrir pourquoi Hitler a démis de ses fonctions son principal ministre de l'air. Vous avez appris les chiffres de production qui ont mis fin à la Luftwaffe. Vous comprenez comment les chaînes de montage de Détroit ont vaincu le Troisième Reich. Ce n'est pas l'histoire qu'ils enseignent dans les documentaires d'entreprise. C'est la vraie histoire. L'histoire des ouvriers américains qui n'avaient jamais construit d'avions produisant les meilleurs chasseurs du monde.
L'histoire du capitalisme industriel démocratique vainquant l'économie militaire fasciste par une simple excellence productive. Superthanks n'est pas qu'un soutien à cette chaîne. C'est vous qui dites « J'honore la Greatest Generation ». C'est vous qui dites à YouTube « Cette histoire compte ». Ces histoires doivent être préservées. L'héritage de ceux qui ont servi et de ceux qui ont construit les armes qu'ils ont utilisées mérite d'être commémoré. Vous n'êtes pas qu'un simple spectateur, vous êtes un gardien de l'histoire. Vous préservez la mémoire de la prouesse industrielle américaine qui a sauvé le monde. Maintenant, vous savez pourquoi 300 P-51 Mustang par mois ont suffisamment terrifié Hitler pour qu'il démette de ses fonctions son ministre de l'Air. Mais voici ce que vous devez comprendre concernant les conséquences, ce qu'il est advenu de toutes ces personnes impliquées dans cette histoire. Parce que l'histoire ne se limite pas aux événements, elle concerne aussi les conséquences. Hermann Göring s'est rendu aux forces américaines le 9 mai 1945. Il fut jugé à Nuremberg pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, condamné à mort par pendaison, il s'est suicidé en avalant une capsule de cyanure la nuit précédant son exécution prévue le 15 octobre 1946. Le Reichsmarschall qui avait promis de défendre le ciel allemand est mort de sa propre main, tout comme le Führer qui l'avait servi, Adolf Galland. L'as de la chasse qui l'a remplacé s'est rendu aux forces alliées le 14 mai 1945. Il n'a jamais été accusé de crimes de guerre. Il a passé 2 ans en détention alliée, puis a été libéré. Il est ensuite devenu consultant pour l'armée de l'air argentine, enseignant les tactiques de combat aérien. Dans les années 1960, il est retourné en Allemagne et a travaillé comme consultant en aviation. Il est décédé en 1996 à l'âge de 83 ans, l'un des derniers témoins de l'âge d'or de la Luftwaffe. Et qu'est-il arrivé au camp américain dans cette histoire? L'usine North American Aviation d'Inglewood a construit son dernier P-51 Mustang en novembre 1945. Production totale, 15 486 appareils en moins de 4 ans. Cette installation a ensuite produit le chasseur à réaction F-86 Sabre, l'avion-fusée X-15, et des composants pour les vaisseaux spatiaux Apollo. Les ouvriers qui ont construit les Mustangs en 1944 ont construit des fusées lunaires en 1968. Même usine, même ingéniosité américaine. Marie Dubois, la riveteuse de Kansas City que nous avons mentionnée précédemment, a quitté la construction aéronautique en 1946. Elle a épousé un pilote de B-17 revenu du front. Elle parlait rarement de son service pendant la guerre. Lorsque son petit-fils lui a demandé comment elle avait construit des P-51, elle a répondu « Nous avons juste fait notre travail. Nous ne pensions pas faire quelque chose de spécial. Nous construisions juste ce dont les garçons avaient besoin. C'est la Greatest Generation en une phrase. Construire ce dont les garçons avaient besoin. Simplement le devoir. Exécuter avec excellence. L'usine Packard de Détroit, qui construisait des moteurs Merlin, a repris la production d'automobiles de luxe en 1946, mais des difficultés financières ont conduit à la disparition de l'entreprise en 1958. L'usine où 55 000 moteurs Merlin avaient été fabriqués a été démolie en 1961. Aujourd'hui, c'est un parc industriel léger. Il y a une petite plaque commémorative indiquant que c'était autrefois le site de l'une des plus grandes réalisations industrielles américaines en temps de guerre. La plupart des gens passent devant sans y prêter attention, mais l'héritage perdure de manière à la fois évidente et subtile. Les techniques de fabrication développées pour produire en série des P-51 ont ensuite été appliquées à la production d'avions commerciaux. Les processus de contrôle de la qualité créés pour assurer la fiabilité des chasseurs sont devenus des normes industrielles.
Les capacités d'usinage de précision développées pour les moteurs Merlin ont influencé l'ingénierie automobile et aérospatiale d'après-guerre. Le P-51 Mustang lui-même a survécu pendant des décennies. Beaucoup ont été vendus comme surplus après la guerre. Certains ont été convertis pour les courses civiles, où ils ont dominé les compétitions aériennes illimitées. Les P-51 militaires ont servi au combat en Corée, pilotés par les forces américaines et les pilotes sud-coréens. Certaines forces aériennes ont utilisé des Mustangs jusque dans les années 1981. L'Indonésie n'a retiré son dernier P-51 opérationnel qu'en 1976, 31 ans après la fin de la guerre. Aujourd'hui, environ 150 P-51 Mustang sont encore en état de vol. Ils apparaissent dans des meetings aériens dans le monde entier. Le son de ce moteur Merlin est instantanément reconnaissable pour les passionnés d'aviation. La vue d'un Mustang en vol est un lien vivant avec la génération qui a sauvé le monde. Et quand vous en voyez un dans un meeting aérien, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous de 7h42, le 23 avril 1945. Souvenez-vous du rapport des services de renseignement qui a atterri sur le bureau d'Hitler. Souvenez-vous des chiffres de production qui ont mis fin à une carrière et scellé le sort d'un régime. Souvenez-vous que cet avion, construit par des ouvrières de 19 ans en Californie et propulsé par des moteurs d'une entreprise de voitures de luxe de Détroit, a contribué à vaincre la machine militaire la plus puissante de l'histoire européenne, 300 par mois, chaque mois, pendant 2 ans, construit par des travailleurs libres dans une nation démocratique, piloté par des pilotes volontaires défendant la liberté, escortant des bombardiers qui ont détruit la capacité industrielle d'un régime fasciste, remportant la guerre aérienne grâce aux mathématiques et à la fabrication. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est l'histoire américaine, l'histoire d'une nation capable de produire des miracles lorsque la liberté l'exige, l'histoire de gens ordinaires réalisant des choses extraordinaires parce que la cause était juste et le besoin était grand. Le P-51 Mustang est beau parce qu'il fonctionne. Il fonctionne parce qu'il a été bien construit. Il a été bien construit parce que les ouvriers, les ingénieurs et les fabricants américains se souciaient des hommes qui allaient le piloter au combat. Ce souci, cette qualité, cet engagement envers l'excellence ont sauvé des vies et ont gagné une guerre. C'est l'histoire qu'il faut retenir, c'est l'héritage qu'il faut préserver. C'est pourquoi votre liberté vole sur ses ailes. Team P-51 ou Team P-47? Quel chasseur américain, selon vous, a eu le plus grand impact sur la guerre aérienne? Laissez vos commentaires ci-dessous et honorons les deux.